OK. Donc, bon après-midi à tous. Et nous allons alors entamer ce dernier cours de la série sur finalement les technologies sodium-ion et aux technologies potassium-ion. Et la question, c'est quel intérêt autre que de parcourir le tableau périodique? Alors avant de répondre à cette question, je vais tout d'abord terminer, si je peux dire, ce qu'on avait commencé sur les conducteurs ioniques dans le cas des batteries sodium tout solides. Alors rappelez-vous, la dernière fois, on avait regardé tous les candidats qui pouvaient être utilisés pour les batteries sodium-ion tout solides. Et dans ce cas, on avait vu la bêta-alumine, les chalcogénures et ainsi de suite. Et il y a resté 2 ou 3 classes de matériaux qu'on n'avait pas vues, qui sont ces structures de type borane et ces oxyhalogénures de formule OCl. Aujourd'hui, si vous voulez, on va regarder ces matériaux. Et je vais tout d'abord commencer par une famille de matériaux que l'on ne connaît pas tellement bien, qui sont ces fameux boranes. Alors ces fameux boranes, on connaît la formule, on connaît lithium BH4, qu'on utilise comme électrolyte, je dirais, solide dans les batteries classiques, liquides. Et il y a également d'autres structures dans lesquelles, vous voyez ici, il y a des entités qu'on appelle des boranes qui sont également ce qu'on peut appeler des clusters de bore ou des hydrures de bore. Et ces matériaux, on s'est aperçu que finalement, ils ont une structure quelconque, si je peux dire, à température ambiante, une structure monoclinique. Et des chercheurs ont trouvé que lorsque vous allez augmenter la température, eh bien, aux alentours de 500-520 degrés K, eh bien, il y a une conductivité très importante et qui apparaît aux alentours de 100 millisiemens par centimètre. D'où, comme chaque fois, la question, c'était, point de vue des chercheurs, c'est comment peut-on faire pour rabaisser cette température et la rendre plus pratique pour que ces matériaux puissent être utilisés à température ambiante. Alors les approches classiques qu'on utilise dans ce domaine, eh bien, ça a été, comme je vous ai montré au cours des cours précédents, c'est le broyage mécanique, en espérant que ce broyage mécanique puisse produire de l'ordre du désordre à l'intérieur de ces matériaux et augmenter la conductivité ionique. Et effectivement, vous voyez que vous prenez cette phase, ce borane, de formule Na2B12O12, H12, et vous voyez que lorsque vous le broyez, vous avez une augmentation ici considérable de la conductivité, et surtout que ce matériau devient presque utilisable à température ambiante, puisqu'on a des conductivités aux alentours du millisiemens. Alors, un autre moyen directement d'utiliser ou de jouer avec cette température, eh bien, c'est tout simplement de jouer avec la chimie de ces boranes. Et là, il y a une très belle cristallochimie sur ces matériaux dans laquelle on peut ajuster la taille de ces boranes, passer de B10H10, B12H12, et on peut également, dans ce cas, avoir des carboboranes, comme on va voir. Et vous voyez qu'ici, eh bien, dans ce cas, dès que je change mon borane de B12H12 à B10H10, vous voyez qu'en ce cas, eh bien, je vais directement déplacer la transition, si bien que ce matériau devient presque utilisable, vous voyez ici, à température ambiante. Okay. Et ensuite, on peut continuer cette approche, et effectivement, si maintenant j'utilise des carboboranes, comme vous voyez ici, dans ce cas, c'est la même entité dans laquelle un bore a été remplacé par un carbone, eh bien, on a ces structures cubiques BCC, et maintenant, vous voyez qu'on a un matériau dans lequel on a une conductivité à température ambiante de 80 millisiemens. Donc voilà, si vous voulez, un peu l'avantage de ces matériaux. Alors là aussi, on peut encore pousser encore plus loin la chimie, et on peut construire des composés ou des structures dans lesquelles maintenant on va réunir deux de ces carboboranes. Et dans ce cas, vous voyez, on a la formule CB9H10 et CB11H12, et cela se fait par synthèse en solution, où on arrive tout simplement à créer ce composé dans lequel on a ces deux entités. Et si on regarde cela, eh bien là maintenant, on a vraiment des conductivités, je leur dis, assez impressionnantes à température ambiante, puisque vous voyez ici une activation d'énergie de 0,2 électron-volt, et on voit qu'on a des conductivités qui peuvent, dans ce cas maintenant, aller jusqu'à 50 à 100 millisiemens, et voire même plus, à température ambiante, avec directement la courbe que vous voyez indiquée ici, et c'est un matériau, je dirais, des plus performants. Alors on peut maintenant aller encore une étape plus loin, et prendre ces matériaux, et de nouveau, jouer en addition avec la chimie, et faire du broyage mécanique. Et ça, c'est ce qu'on peut faire, c'est ce qui s'est fait, dans lequel, vous voyez maintenant, vous prenez les deux matériaux séparés, celui qu'on a vu au départ qui était limité en température, vous prenez ensuite ce matériau qu'on avait
broyés mécaniquement au départ, sur lesquels on avait abaissé la température aux transitions. Et maintenant, vous voyez que si je fais le broyage de ce mélange, eh bien, j'obtiens dans ce cas des matériaux, de nouveau, avec des conductivités aux alentours de 10 à 20 millisiemens à température ambiante. Alors bien sûr, cela a été utilisé pour faire des batteries tout solides. Et la batterie tout solide qui a été montée est indiquée ici, dans lequel, dans ce cas, eh bien, on peut utiliser TiS2 comme matériau d'électrode positive. On utilise eh bien, ce conducteur ionique, c'est borane, et on utilise sodium comme électron négatif. Alors je soulignerai qu'ici, bon, ce matériau TiS2, il se porte parfaitement à ce genre de manip, pour la bonne et simple raison qu'il a un potentiel thermodynamique qui est compris entre 1,5 et 2,5 volts. Et en effet, ces matériaux ont beaucoup de qualités, on va le voir par la suite, pour ce qui est des applications vis-à-vis de la négative. Par contre, un des problèmes, c'est leur stabilité en oxydation, et on ne peut pas les pousser aux alentours de 3,5 et 3,6 volts. Et vous allez voir une manip qui va suivre, dans laquelle les chercheurs ont essayé d'adapter cela. D'où, sur ces bases, eh bien, à quoi on peut utiliser ces matériaux? Je vais vous montrer qu'on peut faire des électrodes négatives du tout solide qui vont directement se comporter de façon assez spectaculaire. Ce qu'on va regarder maintenant, et effectivement, ça va être tout simplement la création ou la formation ou l'assemblage d'une composite dans lequel une électrode de carbone qu'on utilise comme négative dans les accumulateurs tout solides, whatever, et avec une composite de ces deux matériaux qu'on va broyer. On a la performance en tout solide, tout ça, ce que vous regardez ici, c'est du tout solide, hein, avec les valeurs que j'ai mentionnées ici. Et pour voir, je dirais, l'apport de ce matériau, je vais comparer maintenant une batterie tout solide et une batterie liquide en termes d'impédance. Et vous voyez que si je regarde maintenant les deux, vous avez ici, bon, le matériau, c'est 20 millisiemens, et là, je vous montre directement la batterie tout solide et la batterie liquide classique, 1 molaire NaPF6 dans ECDC. Et vous voyez qu'en ce cas, mon interface, mon résistance interface est de 1,35 ohms cm² dans le cas du tout solide, comparé aux alentours de 133 ohms par cm², bien, dans le cas tout simplement du liquide. Alors là-dessus, eh bien, on peut directement utiliser cela dans un accumulateur tout solide, et effectivement, les chercheurs ont démontré la possibilité d'utiliser dans le cas d'un composé lamellaire NMC, comme indiqué ici. Mais vous voyez qu'en ce cas, vous avez les courbes de cyclage, avec des chargements ou des charges, si je peux dire, relativement importantes, mais regardez ici, un potentiel de 3,6 volts. Et effectivement, on ne peut pas aller plus haut, car si on va plus haut, eh bien, dans ce cas, on va avoir une oxydation de l'électrolyte. Et les performances sont indiquées ici sur cette courbe-là. D'où, dans ce cas, eh bien, on a, si je peux dire, un composé qui nous permet d'avoir de très belles performances à la négative. Et d'ailleurs, je reviendrai sur ce matériau à la fin de cette présentation sur le tout solide, car Charlie Menck a utilisé ce matériau comme électrode négative pour avoir de très faibles résistances lorsqu'elle fait du tout solide sans électrode négative. D'où voilà, je dirais, une classe de matériaux qui, je pense, était restée un peu inconnue à nous-mêmes, mais qui est quand même très intéressante. Malheureusement, là aussi, il faudra une dualité d'électrolytes pour pouvoir l'utiliser. Cela étant fait, eh bien, je vais revenir maintenant sur ce qu'on avait commencé, les halogénures hier fois, et je vais maintenant passer sur les oxyhalogénures ou les oxychalcogénures, avec, dans ce cas, toujours pareil, les méthodes de broyage. Alors, pour ce faire, eh bien, je vais créer, si je peux dire, une structure hétérogène à base d'halogénures. Alors cela, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, dans ce cas, on va prendre deux matériaux qu'on a déjà vus dans le cours précédent, dont les structures sont indiquées ici. L'un a une coordinate 9, et vous voyez et l'autre a une coordinate 6. C'est-à-dire que dans ce cas, on va avoir des liaisons beaucoup plus covalentes dans celui du haut que dans celui du bas, et on va tout simplement mélanger, si je peux dire, ces matériaux de deux duretés différentes par broyage. Et si on fait ça, eh bien, qu'est-ce qu'on va obtenir? On va obtenir une composite dans laquelle je vais retrouver mon matériau, si je peux dire, dur, qui est indiqué ici, qui va contenir directement, eh bien, en surface des oxygènes et des chlores, qui vont directement avoir tendance à repousser les ions dans la partie amorphe. Et vous voyez qu'en ce cas, eh bien, on va avoir une conduction via la partie amorphe, c'est-à-dire on va avoir ce que j'appellerais un canal ionique. Et je vais revenir sur ce point pour conclure cette demi-présentation
sur ces verres ioniques. Et dans ce cas, eh bien, on a des conductivités de 2,7 millisiemens par centimètre. Ces conductivités, eh bien, effectivement, elles peuvent être représentées sur ce schéma ici. Vous voyez que dans ce cas, ces matériaux peuvent être utilisés à température ambiante. On peut, systématiquement, lorsque des chercheurs mettent au point de nouveaux matériaux pour finir le papier, chaque fois, il y a un assemblage d'une batterie tout solide. Eh bien, dans ce cas, ils ont assemblé une batterie tout solide avec le matériau lamellaire indiqué ici. Et, bien sûr, dans ce cas, on utilise toujours comme électronégatif un alliage sodium X SN, qui est l'équivalent de indium-lithium que vous utilisez directement dans les batteries tout solides au lithium. Donc voilà, si vous voulez, cet exemple intéressant. Et rappelez-vous cette photo, je vais l'utiliser dans 4 ou 5 transparents. Alors ensuite, dans le même, je dirais, esprit, des chercheurs sont arrivés avec l'idée, ou du moins c'est une belle idée sur un papier, ce qu'ils appellent directement la construction de composés avec duel anion. Ça veut dire oxychlorure avec l'oxygène et dans ce cas le chlore. Alors ça, c'est ce qu'on a déjà vu eh bien, lors d'un cours précédent, ou même l'an dernier, dans le cadre des batteries au lithium, dans lequel on va mélanger TaCl5 avec LiX, lithium fluorure ou d'autres. C'est-à-dire que dans ce cas, je voudrais faire une anomalie, on se rapproche presque un peu des verres, dans lequel on va avoir, dans ce cas, le matériau formateur qui va être TaCl5, et on va utiliser, dans ce cas, eh bien, un modificateur qui va être le lithium fluor, lithium oxygène, et ainsi de suite. Et tout ça, eh bien, selon les études qui ont été faites dans le cas du lithium, eh bien, on va retrouver exactement la même, je dirais, approche dans le cas du sodium. Voilà ce qui avait été fait dans le système Li2O TaCl5, et voilà directement ce qu'ont fait les chercheurs dans le cas eh bien, des systèmes au sodium, avec maintenant NaCl, voire Na2O2, comme, si je peux dire, modificateur pour obtenir dans chacun des cas des résistances supérieures ou plus élevées, dont je vous expliquerai la raison par la suite. Alors ça, c'est des synthèses qui ont été faites par broyage. Ça veut dire qu'il y a toujours, bien sûr, la question de savoir eh bien, quelle est la structure. Mais il y a des travaux plus récents dans lesquels ces chercheurs ont, dans ce cas, préparé, je dirais, ce système, ou exploré ce système pour différentes compositions, avec, dans ce cas, des mélanges Na2O2, TaCl5. Et ils peuvent obtenir, une fois de plus, des conductivités sur ces oxychlorures de 4,62 millisiemens à température ambiante. Et aujourd'hui, je dirais, c'est certainement parmi cette famille de composés le matériau qui présente la meilleure conductivité ionique. D'où meilleure conductivité ionique, une fois de plus, bien, tout simplement, essayons d'appliquer cela à une batterie. Et voilà le système de batterie qui a été préparé, avec toujours à électronégative, eh bien, sodium-éthane, avec dans ce cas eh bien, Na3PS4 pour le feuillet tampon qui sépare directement de cette oxychlorure qui, bien sûr, est réactif avec l'électronégatif, et, je dirais, du côté positif, eh bien, ce composé lamellaire. Et vous avez ici les performances, avec les valeurs indiquées en termes de courant, ou de densité de courant, si je peux dire, et les performances en puissance, comme indiqué ici. Donc voilà, si vous voulez, d'autres types de composés que l'on peut regarder, dans lesquels on va mélanger, je dirais, une matrice avec un élément perturbateur, c'est-à-dire des matériaux binaires de type Li2O qui sont relativement ioniques. Alors ensuite, je dirais, pour suivre finalement la même méthodologie qu'on avait vue dans le cas du lithium, eh bien, il va y avoir la même approche sur les oxychlorures, je dirais, d'aluminium, comme indiqué ici, où maintenant, on va utiliser tout simplement eh bien, un tétrachlorure alumate de sodium, que l'on va faire réagir avec l'oxygène via une réaction de métathèse, dans laquelle on va tout simplement, dans ce cas, utiliser Sb2O3. Il va y avoir un échange de l'oxygène et du chlore pour donner ce composé, comme indiqué ici. Et ce composé a une conductivité de 1,4 millisiemens pour la composition indiquée ici. Et là, une fois encore, on a un composé qui a une conductivité relativement intéressante, d'où on fait un accumulateur. Et voilà ce que ça donne, avec, dans ce cas, eh bien, on utilise NBPOF comme électrode positive, et vous voyez la tenue en cyclage. Alors là, dans ce papier, il vante bien sûr l'avantage de la flexibilité
de ce matériau, puisqu'on peut faire dans ce cas des feuillets plastiques, comme vous le pouvez voir ici, de ce matériau. Donc voilà, si vous voulez, ce qui se fait au niveau de conductibilité ionique dans ces batteries tout solides sodium. Et enfin, pour poursuivre encore, je dirais, la ressemblance avec le cas du lithium, eh bien sûr, il faut faire du sodium sans sodium, c'est-à-dire de l'anode-less. Et ça, c'est le travail de Scherlemann qui a fait ce matériau, fait cette étude. La justification est identique à celle qu'on peut voir dans le cas du lithium. Bien sûr, si vous n'utilisez pas une négative de lithium, si vous n'utilisez rien du tout, vous allez augmenter, bien sûr, les densités d'énergie ou les capacités. C'est ce qu'elle a montré. Mais ce qui est intéressant dans cette étude, je dirais, c'est peut-être deux aspects. C'est tout simplement son étude qu'elle a fait sur le collecteur de courant. En effet, dans ce cas, eh bien, elle a essayé, comme c'est électronégative, 3 collecteurs de courant, c'est-à-dire 3 feuilles. C'est dans le premier cas, aluminium, cuivre et titane. Alors vous voyez ici, NBH, c'est tout simplement le conducteur ionique, c'est-à-dire ces boranes que je vous ai décrits il y a 5-10 minutes, qui sont à cette interface, car il y a une très faible résistance interface. D'où, lorsqu'ils font ces manips, on s'aperçoit directement que c'est dans le cas de l'aluminium que vous avez, je dirais, une meilleure efficacité coulombique. Alors, ayant vu cela, eh bien, à cela, eh bien, ensuite, ça a été tout simplement de voir comment on pouvait améliorer cette capacité coulombique à électronégative. Et ce qu'elle a fait, c'est qu'elle est passée tout simplement d'une feuille d'aluminium à une pastille d'aluminium, dans laquelle, dans ce cas, pastille d'aluminium, vous avez une surface qui est beaucoup rugueuse, d'où vous avez une surface d'échange finalement beaucoup plus importante. Et grâce à cela, eh bien, vous pouvez voir ici que lorsqu'on regarde directement, on mesure la densité de courant, eh bien, on va obtenir des densités de courant beaucoup plus importantes que sur une pastille et que sur une feuille. Donc c'est comme ça, si vous voulez, qu'elle a fait sa batterie, si je peux dire, sans sodium électronégative, dont les performances sont indiquées ici. Maintenant, on utilise comme électrode positive un matériau qui est la phase NaCrO2, dont on a déjà vu. Et là aussi, vous voyez qu'elle met directement un électrolyte en chlorure. Dans ce cas, cet électrolyte, comme il réagit à la négative, eh bien, elle met directement ce matériau, ce borane, à l'interface. Et grâce à cela, eh bien, elle peut obtenir des performances sur environ une centaine de cycles. D'où là aussi, je dirais, c'est des résultats relativement intéressants sur ce domaine. Alors, pour terminer, je dirais, cette partie tout solide, et que ce soit d'ailleurs vis-à-vis du lithium ou du sodium, je voudrais peut-être vous livrer une réflexion à la lumière de la recherche que l'on voit aujourd'hui qui se développe. Finalement, cette réflexion elle a porté sur ne sommes-nous pas en train de redécouvrir les verres ioniques? Et effectivement, lorsqu'on regarde ce que c'est qu'un verre ionique, ce verre ionique n'est rien d'autre qu'un fondant, comme indiqué ici, et un modificateur. Et ce modificateur peut être Na2O, peut-être Li2O, et ainsi de suite. Et qu'est-ce qui se passe? Eh bien, lorsque vous êtes, dans ce cas, vous mettez directement le modificateur, vous allez tout simplement rompre des liaisons, et vous allez créer des anions, qui sont des anions pontés et des anions non pontés. Alors, le concept duel anion, ça veut dire qu'à ce compte-là, on prend un oxychlorure, et on aura des anions oxygène et chlore non pontés, et des anions chlore-oxygène pontés. D'où, si on fait cela, eh bien on arrive simplement à un réseau relativement classique, comme indiqué ici, et dans ce réseau, eh bien, la conduction ionique, et ça a été étudié il y a de cela 20 ans, par tous les gens qui ont travaillé sur ces verres ioniques, et dans ce cas, eh bien, la conduction va se faire tout simplement entre les oxygènes qui ne sont directement pas liés. Et dans ce cas, l'étranglement sera entre ces deux oxygènes liés. Et finalement, vous trouvez dans des papiers de 15 ou 20 ans des modèles dans lesquels, qu'ils appellent les cluster pathway models, dans lesquels ils décrivent les structures avec une partie covalente, comme indiqué ici, une partie ionique. Cette partie covalente, eh bien, elle va tout simplement créer ou modifier les interactions sodium à chalcogène, c'est-à-dire elle va modifier cette ionicité. D'où, en quelque sorte, c'est comme si cette matrice covalente poussait les ions de sodium dans les parties amorphes qu'ils appellent les canaux ioniques. Et ça, eh bien, ça vous montre, ou ça vous rappelle, les deux images que j'ai mentionnées. Voilà cette image dans laquelle, vous voyez ici, eh bien, il y a un relargage ou une interaction très forte entre ces structures et les ions de sodium qui sont repoussés à l'intérieur de ce canal ionique.
Et la même image que vous avez montré le cours précédent, dans ce cas, vous avez tout simplement le canal ionique qui se fait sur des polymères, je dirais, tétraédriques et octaédriques. Donc voilà, si vous voulez, cette image. Et là, eh bien, finalement, on est à un problème de cette surface d'une structure covalente vis-à-vis d'une structure ionique, c'est-à-dire qu'il va falloir regarder l'ionicité des liaisons, et cette ionicité des liaisons, comme c'est bien classique en chimie des solides, eh bien, elle va dépendre, bien sûr, du paramètre très important, qui est l'électronégativité des différents éléments qu'on va mettre en relation. Et vous voyez effectivement ici que si je regarde la conductivité ionique, et je regarde finalement les éléments, vanadium, silicium, vous voyez qu'en ce cas, eh bien, lorsque la conductivité ionique eh bien, augmente, ou l'électronégativité augmente, la conductivité ionique augmente. Ça veut dire qu'en ce cas, eh bien, j'ai des réactions plus covalentes et je vais repousser les ions dans ce fameux canot ionique. Et la même chose s'applique, si je peux dire, dans ces deux matériaux qu'on a également vus la dernière fois, où là aussi, on a le même effet entre la relation ou covalence et ionicité. D'où, je pense qu'effectivement, eh bien, dans le futur, dans ces recherches de nouveaux matériaux, il faudra s'inspirer beaucoup plus de ces verres ioniques pour, je dirais, lancer de nouvelles pistes et comprendre plus ce qui se passe et peut-être trouver de meilleurs matériaux qui ont l'avantage quand même qu'il y a une meilleure compaction que toutes les phases solides que l'on prépare. Donc voilà, si vous voulez, un peu ce que je voulais vous raconter sur le tout solide. Alors bien sûr, ce tout solide, je voudrais poser une question, je vais essayer d'y répondre. Est-ce réaliste ? Bon, définitivement, on doit constater qu'il y a des progrès considérables qui ont été faits, mais cependant, il y a encore beaucoup de challenges. Et les challenges, ou les défis scientifiques, si je peux dire, eh bien, ils demeurent presque équivalents à ceux qu'on avait sur les batteries tout solides, lithium, c'est-à-dire au niveau de l'assemblage et au niveau des interfaces. Le problème des dendrites, ils sont moins drastiques, je dirais, dans ce cas. Le coût et la compatibilité peuvent présenter des avantages. Il peut y avoir une faible résistance interface si on utilise ces boranes comme électrons négatifs. Par contre, les conductivités ioniques de ces composés, mis à part une fois de plus les boranes, sont plus faibles qu'en le cas du lithium, et il y a des plus faibles densités d'énergie. D'où, si on regarde, quand on regarde directement les efforts qui ont été faits pas sur les batteries tout solides en vert, lithium, et les batteries tout solides en rouge, sodium, on voit qu'il y a un effort, qu'il y a une différence considérable. D'où, je pense que dans le futur, certainement, certains de ces systèmes pourront être développés, mais attendons de voir d'abord quand est-ce qu'on aura une batterie tout solide, car aujourd'hui, c'est encore la grosse question, et la date reste incertaine. D'où, patientons et voyons ce qui va se passer. D'où, c'est la première question que je dois répondre, et maintenant, je dois répondre à la deuxième question, qui était directement le titre de ce cours. Quel est l'intérêt de travailler sur le potassium-ion ? D'où je vais essayer maintenant de vous montrer un peu ce qui se passe dans ce domaine. Et j'ai le challenge de finalement vous présenter en 35 minutes le potassium-ion alors que j'ai pris 5 heures ou 6 heures pour le sodium-ion. Donc je vais essayer de le faire relativement simplement, didactiquement si possible, pour que vous compreniez quelque chose. Alors tout d'abord, ça c'est le blablabla. Pourquoi on va utiliser le potassium-ion ? Eh bien, c'est tout simplement dans ce cas pour l'abondance. Et vous avez effectivement le potassium qui est plus abondant que le sodium et bien plus abondant que le lithium. Ce qui est important de savoir lorsqu'on passe du sodium au potassium, eh bien, c'est les points que vous avez mentionnés déjà, c'est-à-dire bon, le rayon ionique va augmenter, il va y avoir le rayon de Stokes, et ça c'est très important, c'est-à-dire c'est le rayon de solvatation, et ça va tout contrôler au niveau des propriétés des électrolytes, et surtout, et n'oubliez pas, c'est tout simplement l'acidité de Lewis de potassium est moindre que celle du sodium et celle du lithium. Et ça va engendrer des conséquences drastiques au niveau des solubilités et ainsi de suite. Alors, tout d'abord, eh bien effectivement, dans ce cas, puisque ce rayon de Stokes est beaucoup plus petit, ça veut dire qu'en ce compte-là, ces ions solvatés vont pouvoir se déplacer beaucoup plus rapidement, d'où les solutions seront beaucoup moins visqueuses. Si une solution est beaucoup moins visqueuse, elle aura une conductivité ionique importante, et c'est pour ça que vous voyez que les conductivités ioniques eh bien, vont descendre lorsque vous partez du potassium, sodium et au lithium. Ensuite, si on regarde là aussi le domaine potentiel sur lequel vous travaillez, eh bien, quand vous passez au potassium, vous ne perdez pas du tout de potentiel par rapport au cas du sodium.
Vous le voyez ici. Et dans ce cas, ce que je vous montre, c'est une manip 3 électrodes faite avec une référence lithium. Vous voyez que le plating directement du potassium eh bien, va se produire à un plus bas potentiel par rapport au lithium. D'où vous élargissez même la fenêtre potentielle, comme indiqué ici. D'où ça, si vous voulez, deux points importants de tout ça, c'est tout simplement le rayon d'observation, le rayon de Stokes, et surtout cette faible acidité de Lewis pour le potassium. Ensuite, eh bien, comme je vous avais fait dans le cas eh bien, du sodium-ion, eh bien, lorsque je vais faire une batterie potassium-ion, je vais avoir les mêmes problématiques, c'est-à-dire qu'il va falloir directement que je trouve quelle est la meilleure électrode positive par rapport à tous ces matériaux que je vous ai indiqués ici, quelle est la meilleure électrode négative par rapport à tous ces matériaux qui sont indiqués ici, et enfin, certainement le plus important, ça va être quelle sera l'électrolyte que je vais utiliser pour ces technologies potassium-ion, sachant que les propriétés physiques de ce potassium sont différentes. D'où on va faire, je dirais, regarder relativement rapidement, on va voir les familles de matériaux qui existent, avec une simple slide pour vous indiquer cela, car on a déjà vu certains aspects. Si je regarde maintenant en termes de composés lamellaires, bien vous avez ici les types de matériaux, avec les structures O3, P3, P2 et ainsi de suite, dont vous savez maintenant ce que c'est. Et si on regarde les courbes électrochimiques, eh bien, voilà les courbes électrochimiques dans le cas du lithium, dans le cas du sodium et dans le cas du potassium. Lithium, idéal, un très bon potentiel, 3,5 transistor-volts. Le point faible du sodium, eh bien, c'est que dans ce cas, on a un potentiel qui descend continuellement avec quelques directement accidents associés à la transition de phase. Et vous voyez que dans le cas du potassium, là, c'est la dégringolade complète, où on passe directement de 4 volts à 1,5 volts, avec de nombreuses transitions de phase, dues aux plus fortes répulsions potassium-potassium, qui vont, dans ce cas, eh bien, créer des lacunes des potassium lacunes beaucoup plus stables, et raison pour laquelle on va avoir ces transitions de phase. D'où, certainement, que si on fait des batteries potassium-ion, ce ne sera pas les composés lamellaires qu'on va utiliser comme électrodes positives. Alors, si on n'utilise pas les lamellaires, qu'allons-nous utiliser? Alors, on va retrouver, pareil, les mêmes composés qu'on a vus dans le cas eh bien, du sodium. On va retrouver, dans ce cas, les bleus de Prusse. Et vous voyez ici différents types de bleus de Prusse avec lithium, sodium et potassium. Et vous voyez que dans ce cas, eh bien, le potassium ici a un potentiel le plus élevé, c'est la courbe rouge. Alors là aussi, eh bien, des batteries, je dirais, au niveau du laboratoire ont été fabriquées, dans lesquelles on va coupler dans ce cas eh bien, le potassium avec ce bleu de Prusse basé sur le double élément manganèse et fer. Et vous voyez ici qu'on peut avoir des tenues en cyclage en laboratoire relativement correctes, et on reviendra un peu plus tard sur le type d'électrolyte qui sera nécessaire pour avoir cette performance. Et bien sûr, dans le cas des bleus de Prusse, toujours intéressant de voir cette performance, mais la problématique de l'eau structurale demeure, et surtout comment elle va évoluer en fonction en cyclage. C'est la raison pour laquelle on verra quand même que certaines de ces cellules, a priori, sont en train d'être développées. Donc voilà ce qu'il y en est au niveau des bleus de Prusse. Si je regarde maintenant eh bien, au niveau des polyanioniques, mais au niveau des polyanioniques, eh on retrouve presque tous les mêmes matériaux. Vous voyez ici, on avait des Na3, V2PO4 2 fois F3. Eh bien maintenant, on a K3, le même matériau. Vous avez FPO4, vous avez ainsi de suite. Et dans ce cas, eh bien, on va avoir des courbes électrochimiques que vous allez reconnaître finalement, puisqu'on a les mêmes accidents, notamment dans ce K3, V2PO4 de F3. Mais regardez dans ce cas, l'irréversibilité qu'il y a lors de la première charge, irréversibilité due qu'on va avoir une modification structurelle dans ce matériau. On peut avoir également les structures de type KVPO4F. Voilà les courbes électrochimiques. Et vous voyez aussi que ces courbes électrochimiques, eh bien, il y a également dans ce cas des potentiels qui vont de 3 volts à 2 volts avec plusieurs plateaux et avec, je dirais, une perte en capacité lors du cyclage relativement conséquente. Ensuite, on peut aller à des composés encore plus sophistiqués. Je dirais, ça c'est des travaux qu'on avait fait il y a cela 10 ans, dans lesquels on avait utilisé les fluorosulfates de potassium, KFSO4F, où dans ce cas, ce que vous regardez, c'est qu'on prépare une structure avec lithium FSO4F, et dans ce cas, on va retirer électrochimiquement le lithium, et on va aller réinsérer avec une autre batterie le sodium et le potassium. Et vous voyez qu'en ce cas, eh bien, le potentiel, on le retrouve, mais regardez, on a une polarisation beaucoup plus importante. La même chose peut se faire
avec maintenant des composés de type FPO4. Vous partez du spinel et vous amusez à faire ce genre de jeu. Et vous voyez que là aussi, eh bien, on a une variation de potentiel, mais chaque fois qu'on a le composé au potassium, vous voyez qu'on a des courbes eh bien, qui commencent à s'incliner, et on a des polarisations qui sont encore un peu plus importantes, dues à des problèmes structuraux engendrés par, finalement, l'insertion et la déinsertion de ce cation qui est nettement plus gros. Donc voilà, si vous voulez, les trois familles de matériaux qui ont été déjà regardées en ce qui concerne l'électrode positive. Alors maintenant, eh bien, on va passer à l'électrode négative. L'électrode négative, pas de mystère ou pas de surprise, on va retrouver le carbone ou le graphite. À la différence du sodium, c'est que là, il y a un composé d'intercalation du graphite qui existe, et c'est le composé KXC8. Et dans le cas du lithium, on a lithium C6, là, on a KC8. D'où on voit maintenant, dans les courbes dérivées, si je prends la courbe dérivée ici, je m'aperçois finalement ces pics dans la dérivée qui indiquent les changements de phase ou les problèmes de stade qu'on avait observés dans le cas du graphite et du lithium. Et on le voit très bien ici, dans lequel vous voyez les différents stades, dans le cas du potassium, avec ses différentes phases, et bien sûr, comme le potassium est un atome ou un ion plus large, eh bien, vous allez avoir une distance entre les feuillets qui sera de 5,3 angstrom pour les composés au potassium et par rapport à 3,7 pour ceux au lithium. Et bien sûr, ce qui est le plus important ici, c'est tout simplement la capacité de l'électrode négative de carbone associée bien sûr à la composition K1C8 ou Li1C6. D'où, à partir de ça, eh bien, on peut obtenir, je dirais, des électrons négatifs avec du graphite qui cyclent, je dirais, très bien. Et comme vous pouvez voir ici, avec une capacité irréversible, mais tout cela, une fois de plus, va dépendre de l'électrolyte qu'on va mettre en place. D'où on verra par la suite ces performances électrolytes. Alors bien sûr, c'est le graphite, et comme dans le cas du sodium, eh bien, il y a des composés qui sont utilisés et qu'on appelle des carbones durs. Et là aussi, il y a des travaux, des papiers, je dirais, innombrables sur différents types de carbones durs que l'on peut utiliser. Vous avez ici des carbones mosoporeux, vous en avez pour tous les goûts, vous avez des carbones qui sont neurones interconnectés INCA. Alors lorsque vous voyez des titres comme ça, d'un point de vue pratique, ce n'est même pas la peine à lire les papiers, hein. C'est totalement inutile. Et ensuite, vous avez des nanofeuillets de carbone dans lesquels, là aussi, on fait directement des manips, mais avec des quantités infimes de matériaux. Et on voit bien sûr, bon, des turbulents cyclages sur 100 cycles, on fait des performances, mais à la fin, eh bien, la question, c'est il y a beaucoup d'irréversibilité, ce que j'ai noté, regardez, lors du premier cycle déjà. En toutes ces cours, regardez les irréversibilités ou les faibles capacités coulombiques lors du premier cycle, d'où par conséquent l'intérêt pratique, eh bien, ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Alors ensuite, eh bien, on suit la même démarche, hein. On va faire le carbone. On avait fait quoi? On a fait les alliages, et là aussi, tout le monde scientifique continue, et on va reprendre les mêmes choses qui ont été faites dans le cas du sodium, où on va repasser tous les alliages. Okay, vous les voyez tous. Alors voilà directement un récapitulatif. Il y a deux remarques à faire ici intéressantes cependant, c'est que le sodium et le potassium ont l'avantage de ne pas présenter de composés ou d'alliages avec l'aluminium. D'où par conséquent, on pourra utiliser l'aluminium comme collecteur de courant dans les deux types de technologies. Ensuite, lorsqu'on passe du lithium au sodium-potassium, eh bien, là aussi, à partir de l'effet de masse, eh bien, automatiquement, les densités d'énergie, ou capacités, excusez-moi, seront plus faibles dans le cas du potassium, plus faibles dans le cas du sodium par rapport au lithium. Tout ça, c'est un point relativement important. Et ensuite, eh bien, il y a aussi la densité volumique du fait directement de la taille du potassium, pardon. Et lorsque vous mettez le potassium dans un alliage, on avait des problèmes avec le silicium et le lithium. Lorsque vous mettez directement le potassium qui a un rayon ionique de 1,3 par rapport à 0,6 par le lithium, eh bien, dans ce compte-là, vous allez avoir, je dirais, une expansion considérable et tous les problèmes de craquelure, de fissure, et ainsi de suite. Et si on regarde les potentiels, bon, les potentiels de ces alliages avec le potassium eh bien, sont supérieurs, et ce n'est pas étonnant, puisque je vous ai montré quelle était la variation des potentiels déjà pour ces matériaux.
D'où, définitivement, il y a toute une panoplie, je dirais, de matériaux possibles, mais ne pas oublier que tout ça, on connaissait ces alliages depuis 30 ans avec le lithium, et ce n'est qu'après 30 ans qu'on arrive directement à utiliser le silicium et à une hauteur de 10 à 15%. Alors vous voyez que dans les technologies comme ça, mais ça risque de prendre beaucoup de temps pour finalement, on n'en verra peut-être jamais la lumière. Alors ensuite, eh bien, on peut passer en revue ces alliages. Hein. Voilà les papiers que vous trouvez, des alliages avec le plomb, vous avez les courbes électrochimiques, bien sûr les structures, mais là aussi, regardez directement là, les pertes de capacité que vous avez entre le premier et le deuxième cycle. Dans ce matériau, le bismuth, qui d'ailleurs, je dirais certainement, il peut être le meilleur vis-à-vis de l'insertion de l'alliage avec le potassium, vous avez des courbes électrochimiques relativement bien prononcées, avec une réversibilité qui n'est pas très importante. Par contre, la tenue en cyclage, je dirais, est médiocre. Et ensuite, si on regarde avec l'étain, avec l'antimoine, eh bien, dans ce cas aussi, on s'aperçoit qu'il y a beaucoup de difficultés et des irréversibilités qui ne sont pas inutilisables. Donc voilà, si vous voulez, ce qu'on a fait sur les alliages, pour vous donner. Et ensuite, je vais terminer sur cette revue des négatives avec une diapositive qui va résumer peut-être 200 papiers. On va refaire une fois de plus ce qui se fait dans le cas du lithium et dans le cas du sodium. Eh bien, c'est tout ce que j'ai appelé ces fameux directement hautes électronégatives, du copier au coller par rapport au sodium et lithium, avec les réactions de conversion, les réactions d'insertion à bas potentiel, les réactions avec composés polyaniques. Et ici, vous avez les travaux, rappelez-vous, les travaux que je vous ai montrés sur les phases Na2, TI4O7, okay. Les travaux sur TIS-2, dans ce cas, on a un composé à potassium 0,25, regardez les capacités, et maintenant aussi des composés polyaniques qu'on peut utiliser comme électronégatifs, car vous savez qu'un certain composé, notamment avec le vanadium, vous avez différentes étapes redox, dont un vanadium plus 3 ou un vanadium plus 2, qui arrivent à bas potentiel, et on peut utiliser ce potentiel pour l'électronégatif. Ensuite, eh bien, vous avez toute l'histoire des réactions de conversion. Et les réactions de conversion, bien sûr, elles ont encore été appliquées dans le cas du potassium. Et voilà directement des courbes. Vous voyez, regardez encore une fois de plus, il y a presque autant d'irréversibilité que de capacité réelle. Réaction de conversion avec les oxydes, avec les sulfures. Il y a bien sûr conversion plus directement alliage. Et enfin, et bien sûr, il y a les marxines. Là aussi, les gens ont essayé de mettre du potassium dans les marxines. Regardez ces courbes. Là, il y a même plus d'irréversibilité que de réversibilité. Ou alors dans les composés organiques, où là, il y a une meilleure réversibilité, mais ces composés organiques sont très mauvais conducteurs, d'où il vous faut des composites qui ont 50% directement de carbone. Donc voilà, si vous voulez, vous donner un peu un aperçu de tout ce qui se passe, des travaux sur l'électronégatif. Et une fois de plus, je me répète, tout ce qui a été fait sur le lithium est reproduit pour le sodium, est reproduit pour le potassium, et on verra reproduit pourquoi. Voilà. Alors enfin, je voudrais en arriver aux électrolytes, et peut-être c'est là où on peut apprendre le plus de ce qui se passe dans ce domaine. Alors les électrolytes, eh bien, je vais commencer par cette diapositive, dans laquelle je vous montre finalement quelle est la solubilité de différents sels de potassium dans du PC. Et vous voyez qu'en ce cas, eh bien, regardez les concentrations qu'on utilise, 0,5 m. Alors que dans le lithium, on était à 1,5 et plus. Dans le sodium, on avait au départ eu quelques difficultés à solubiliser ces différents sels. Et dans ce cas, une fois de plus, eh bien, tout cela est lié au fait que le potassium est un acide Lewis plus faible que le sodium et que le lithium. Acide Lewis plus faible, ça veut dire que ces quand les interactions seront plus faibles, les solvatations seront différentes, et on aura une plus mauvaise solubilité. Donc par conséquent, il va falloir trouver maintenant les électrolytes dans lesquels on va pouvoir avoir cette solubilité. Et vous voyez qu'en ce cas, si je mets par exemple du perchlorate ou du trifluorure de potassium, eh bien, j'ai même plus la solubilité à 0,5 m. D'où, eh bien là, bien sûr, comme on a ces effets eh bien, de l'acide Lewis, une fois de plus, on s'aperçoit que dans ce cas, la viscosité, ce que vous l'avez annoncé auparavant, sera supérieure dans le cas du potassium par rapport au sodium, par rapport au lithium. Et dans les conductivités, eh bien, dans ce cas, il y a, je dirais, dépendant des concentrations,
on peut varier ces varieurs de conductivité ionique, mais dans ce cas, on peut avoir, avec un électrolyte sodium et un électrolyte potassium, les mêmes conductivités ioniques, à condition de ne pas avoir les mêmes concentrations. Donc voilà, si vous voulez, ce qu'on peut faire. Alors la question, c'est finalement de regarder mais pourquoi ça se passe comme ça. Quelle est finalement la science derrière tout cela? Mais la science derrière tout cela, eh bien, on peut essayer de la comprendre par des calculs de moléculaire dynamique ou de DFT, comme indiqué ici, où dans ce cas, on regarde les structures de solvatation des différents cations dans les différents solvants. Et vous voyez que dans ce cas, eh bien, on voit que le lithium a, je dirais, une coordinance de 4, qui est une coordinance tétraédrique bien connue. Par contre, dans le cas du sodium, eh bien, on a une coordinance, dans ce cas, qui est intermédiaire entre une géométrie bipyramidale trigonale ou alors, tout simplement, une géométrie pyramidale. Et dans le cas eh bien, du potassium, vous voyez qu'en ce cas, il n'y a pas vraiment d'environnement clair autour du potassium. Je dirais que c'est relativement désordonné. Alors, on peut, dans ce cas, eh bien, regarder finalement les probabilités de distribution du nombre de coordinations. Et on voit que ces probabilités de distribution du nombre de coordinations, eh bien, elles sont bien définies, 4 pour le lithium, avec un pic relativement, je dirais, bien pointu. Ensuite, ce pic, qui est centré sur 6, s'élargit dans le cas du sodium. Vous voyez que dans le cas du potassium, eh bien, il est centré autour de 8, et vous voyez directement la largeur de ce pic, qui indique réellement qu'il y a un désordre autour de cet ion potassium. Alors ça, si vous voulez, c'est un peu ces problèmes de solvatation qui vont nous guider dans le choix des électrolytes et des combinaisons que l'on veut. Et ensuite, bien sûr, on veut que ces électrolytes s'adaptent aux matériaux d'électrodes positives et électrons négatifs. Et rappelez-vous, lors du premier cours, eh bien, quels sont les deux paramètres qui sont importants à considérer dans l'électrolyte lorsque je veux qu'il soit adapté? Eh bien, c'est tout simplement ces orbitales HOMO et ces orbitales LUMO. Eh bien, des calculs théoriques peuvent directement nous dire les tendances qu'il y a avec ces types d'orbitales. Une tendance générale, c'est que lorsque vous allez directement bien faire une solvatation, une interaction d'un ion et d'un sel, vous allez avoir dans ce cas tendance eh bien, à abaisser simultanément les niveaux HUMO et LUMO. Ça veut dire que vous allez dans ce cas avoir des composés qui vont être plus résistants à l'oxydation et moins résistants à la réduction. Et je vais revenir sur un de ces exemples par la suite. Donc voilà, si vous voulez, les différents concepts qu'on doit regarder lorsqu'on essaie de définir des électrolytes. Alors, sur ces bases, eh bien, il y a eu, bien sûr, des quantités de travaux considérables et on peut, finalement, établir ou sortir des tendances. Et aujourd'hui, si je regarde, finalement, ce qui se passe dans tous les travaux sur les batteries potassium-ion, eh bien, on s'aperçoit que, dans ce cas, eh bien, on voit, finalement, que le sel qui est le plus utilisé, c'est 4PF6 ou KFSA, qui est le trifluoroamide. Et ces sels eh bien, vont être utilisés non pas avec n'importe quel solvant. Si je regarde par exemple le cas de KPF6, eh bien, on va l'utiliser en priorité avec ce solvant, ce mélange EC-DEC. Et tout ça, eh bien, c'est relié tout simplement à la position de ces bandes HUMO et LUMO. Maintenant, si je prends l'autre sel, qui est directement celui-ci, KFSA, eh bien, vous voyez qu'en celui-là, je vais directement l'utiliser avec solvant, mais dans ce cas, eh bien, DMI va devenir, je dirais, un des solvants qui est relativement utilisé. Vous voyez, DMI va être couplé directement, fortement, avec ce sel TFSA. Et vous allez voir par la suite pourquoi il y en est ainsi et quelle est finalement la raison. Donc si je regarde finalement ces études, je peux en déduire que finalement, je vois que KPF6, ce qu'on utilise relativement classique dans les laboratoires avec ECDC ou ECMC, eh bien, donne, je dirais, des bonnes tenues en cyclage, mais la capacité coulombique est relativement insuffisante. Par contre, des mélanges KFSA dans ECDC et surtout avec des glibes sont excellents comme électrons négatifs. Et ça, eh bien, c'est ce qu'on a déjà vu dans le cas du sodium. Malheureusement, les glibes ont une difficulté en oxydation. Et là, on va voir ce même problème. Et un point très important, c'est que ce sel, qui est KFSA, eh bien, n'est pas directement résistant. Il présente la corrosion vis-à-vis de l'aluminium. Et ça va être une difficulté pour les systèmes que l'on va choisir. Mais bien sûr, dans ce cas, c'est des études qui sont encore très préliminaires. Il n'y a pas eu, je dirais, beaucoup de travaux sur les additifs.
Alors si on regarde ce qui se passe maintenant au niveau des carbones, eh bien voilà directement des manips qui ont été faites avec ces types d'électrolytes. Et vous voyez que maintenant, eh bien, je passe à des concentrations, pas de 1M, mais de 3,9. C'est-à-dire que je suis dans ce cas dans des solutions concentrées de sel. Et si vous vous rappelez les cours précédents, je vous avais dit directement que lorsque vous utilisez des solutions concentrées de sel, vous allez modifier totalement, je dirais, la formation de la SEI, et ainsi de suite. C'est comme si vous avez dessiné un nouvel électrolyte. Et grâce à cela, eh bien, on peut cycler de tels systèmes. Et vous avez ici, par exemple, la différence entre deux électrolytes, l'électrolyte classique, vous voyez, que je mentionnais, Kp6, et vous voyez qu'en ce cas, eh bien, on a une chute en capacité, alors que si vous regardez cet électrolyte concentré, à base de KFSA, de DME, eh bien, dans ce cas, c'est, je dirais, nettement mieux. Alors, on peut faire ce genre de manip, et on peut continuer sur ce genre de manip, et regarder maintenant la différence, essayer de comprendre pourquoi cet électrolyte avec hautement concentré, ou 3M, est meilleur que l'électrolyte classique KPE6. Et pour cela, eh bien, pour vous donner une explication, eh bien, on va regarder tout simplement, de nouveau, les résultats de moléculaire dynamique sur la position des niveaux HOMO et LUMO dans ces différents solvants, ainsi que sur différents sels. Et je voudrais attirer votre attention sur ce fameux DME qui est mélangé avec KFSA. Et vous voyez qu'en ce cas, son LUMO est nettement plus important. Ça veut dire que si je mélange ce sel avec ce solvant, eh bien, lorsqu'il y aura une décomposition, une réduction à la négative, ce n'est pas directement le solvant qui va se décomposer, mais c'est le sel qui va se décomposer. Et la raison pour laquelle je vais justifier cela par des manips par la suite. D'où je peux faire ce genre de manip, et je vais prendre directement un carbone dans lequel je vais y mettre tous ces constituants. Et vous voyez, si je fais tout cela, eh bien, je prends directement un lithium dans PC, je prends sodium FSA dans PC, et je prends potassium et c'est dans PC. Et vous voyez que dans ce cas, eh bien, la meilleure efficacité coulombique, on l'obtient pour le cas du sodium. Okay. Par contre, maintenant, si je regarde ces trois cellules qui ont été faites dans des conditions identiques, eh bien, si je regarde ces trois cellules dans des conditions identiques, vous voyez que le taux de décharge est identique. Okay. Si le taux de décharge est identique, ça veut dire qu'en ce cas, eh bien, dans les trois cas, on a réussi à faire une SEI qui est relativement stable. Alors la question, si la SEI est stable, automatiquement, puisque mes efficacités coulombiques sont différentes, ça veut dire que la composition de cette SEI est différente. Et on va directement voir effectivement que c'est le cas. Et pour voir que c'est le cas, eh bien, on peut regarder des études d'XPS dans lesquelles on va regarder au seuil un S du carbone, un S du fluor et un S du soufre. Et si on regarde ces différences, je vais directement vous attirer sur l'attention ici. Si je regarde le seuil 1S, je m'aperçois que dans le cas du potassium, eh bien, vous voyez ce que j'obtiens. J'obtiens dans ce cas, je mets en évidence du soufre et des alliages KX, XY. Et cela est l'évidence directe que ce n'est pas le solvant qui se décompose, mais c'est tout simplement le sel, FSA, qui va former ma couche, directement ma SEI, et raison pour laquelle je vais avoir une meilleure performance dans le cas de ces systèmes. Et on peut schématiser cela, et c'est ce qu'ont fait les chercheurs dans le papier, en regardant ces différentes couches. Et on s'aperçoit que dans le cas eh bien, du sodium, c'est là où j'ai la couche, je dirais, la plus fine, et dans le cas du potassium, eh bien, j'ai plus ou moins les mêmes composants, avec, en plus, eh bien, la décomposition de la partie inorganique. D'où cette couche a une partie inorganique qui est relativement plus intéressante. Tout ça, si vous voulez, c'est ce qu'on regarde sur cet aspect du carbone. Et ensuite, un dernier transparent sur ces électrolytes, avec, pour reprendre un peu une étude ou un transparent que vous avez mentionné la dernière fois, c'est qu'est-ce qui se passe lorsqu'on va prendre ces graphites et on va, dans ce cas, eh bien, les faire réagir en présence de glim comme, je dirais, solvant. Et bien, dans ce cas, on va obtenir, pour tous les systèmes, lithium, sodium ou potassium, ces courbes électrochimiques avec ces différents paliers qui sont tout simplement les stades de co-intercalation du glim dans le matériau avec le sodium et ainsi de suite. Et cela montre qu'on a des potentiels qui peuvent changer. Et vous voyez ici que malgré tout cela, eh bien, on garde dans ce compte-là les parties réversibles et irréversibles qui sont, quel que soit le matériau lithium, sodium, potassium, les mêmes valeurs. C'est-à-dire qu'il y a la même co-intercalation
avec, dans ce cas, c'est la molécule de glim qui rentre à l'intérieur qui va solvater. Et par contre, on s'aperçoit que c'est dans le cas eh bien, du lithium où on a une tenue en capacité qui est relativement très faible. Et bien sûr, toutes ces anomalies ont été étudiées, je dirais, de façon très rigoureuse par un groupe coréen, par Ki-Soo Kang, où il a fait des études in situ sur tous ces différents matériaux. Et qu'est-ce qu'il observe? Eh bien, que tous ces paliers, effectivement, correspondent à, ce que je peux dire, un stade d'intercalation des alcalins dans ces matériaux. Donc voilà, si vous voulez, un peu résumé ce qui se fait au niveau positif, négatif, électrolyte dans ce système de potassium-ion. D'où à ce jour, si je voulais construire directement un système idéal, eh bien, définitivement, parmi les matériaux d'électrode positive, eh bien, je prendrais directement un bleu de Prusse. Parmi l'électrolyte, eh bien, j'ai le choix entre ces deux, avec une préférence pour KFSA. Et ensuite, comme négative, directement, le graphite. Et effectivement, voilà tout simplement les performances d'une cellule symétrique complète avec graphite et le bleu de Prusse comme électrode positive. Et vous avez ici les potentiels d'intercalation. Et vous avez ici des calculs qui vous montrent finalement quels sont les potentiels avec ces différents systèmes, les capacités spécifiques et les densités d'énergie. Et ça, c'est des valeurs théoriques, je précise bien. Okay, et vous voyez que finalement, sur les valeurs théoriques, eh bien, on peut avoir un certain avantage dans le cas de ce bleu de Prusse avec le manganèse fer, le même qu'on utilise dans le cas du sodium. On verra ce qu'il y en a par la suite. Donc voilà, si vous voulez, ce qu'on peut faire directement dans le système potassium avec le liquide. Alors ensuite, bien sûr, on a vu le sodium liquide, on a vu le sodium tout solide. Mais les chercheurs, ils vont faire du potassium tout solide. Okay, et le potassium tout solide, bon là, je vais quand même être relativement rapide, parce qu'il n'y a pas grand-chose qui s'est fait. Il y a deux exemples qui existent, et ce n'est même pas du tout solide, j'appelle ça du tout solide, mais c'est plutôt des gels polymères. Alors il y a un exemple que je vais vous montrer, bon, qui est assez classique, et un autre que j'aime bien parce qu'il est assez original. Alors le premier exemple, si je peux dire, c'est du classique. Hein. Dans ce cas, eh bien, les chercheurs, qu'est-ce qu'ils font? Ils prennent un tissu, comme indiqué ici, sur lequel ils vont faire un dépôt de polypyrrole, qui est un conducteur, qui est d'ailleurs même un supercapaciteur, et sur lequel ils vont aller déposer les bleus de Prusse. Okay, et là, ces bleus de Prusse, eh bien, on a, comme vous l'avez vu, deux couples redox, indiqués ici. Et qu'est-ce que, dans ce cas, ils font? Eh bien, ils vont tout simplement utiliser le même matériau comme électrode positive et comme électrode négative. D'où le potentiel résultant, il ne va pas être génial, il va être à 0,7 volts. Et effectivement, ils font une batterie d'électrolyte gel avec ce gel qui est du PVA avec de la flotte, avec bien sûr un sel de sodium qui, dans ce cas, autant que je me rappelle, du sodium perchlorate, il me semble, avec. Ah non, c'est excusez-moi, c'est KCl, c'est KCl en ce cas, pour obtenir ces courbes électrochimiques bon, qui sont à 0,8, 0,9 volts. Okay, donc voilà directement comme ça a été fait pour le sodium aqueux. Alors l'autre exemple que je trouvais assez original, c'est un exemple qui est sur les polymères, en polymère classique, PO, KFSI, mais là où l'idée est très intéressante, c'est-à-dire que l'idée des chercheurs a été finalement de mimer ce qui se passe dans nos cellules humaines. C'est-à-dire qu'en ce cas, eh bien, vous avez toutes les membranes contiennent des tunnels protéiniques, des tunnels protéiques. D'où, dans ce cas, les chercheurs ont essayé directement d'injecter eh bien, ce sel, K4BI7, dans cette structure. Et si on fait cela, eh bien, vous voyez qu'en ce cas, ils vont tout simplement créer des canaux pour la diffusion du potassium. Mais ce qui est intéressant, alors là, c'est à vérifier, mais c'est le fait d'avoir mis directement ces substances ici. Et ces substances sont intéressantes, pourquoi? Pour deux raisons. C'est-à-dire que dans ce cas, ils prétendent que par l'introduction de ce sel, ils vont tout d'abord améliorer la conductivité ionique, mais également avoir un moyen de se défaire des dendrites. Et se défaire des dendrites par deux points, c'est-à-dire, ils appellent ça la stratégie phagocytaire, puisqu'ils sont directement dans le domaine, directement de la bio, et ainsi de suite. Mais ce qui se passe, c'est rien d'autre que directement l'iode, I3-, va réagir avec le potassium, c'est-à-dire que les dendrites, lorsqu'elles vont se former, elles vont être directement absorbées par le potassium. Et de ce côté, eh bien, le bismuth, qu'est-ce qu'il va faire?
lorsqu'il va être directement avec le potassium, il va former, rappelez-vous, l'alliage bismuth XK. Donc, ça veut dire, par cette astuce, eh bien, ils peuvent, dans ce cas, théoriquement, si le papier est juste, eh bien, se défaire de tous ces problèmes de dendrite et maintenir une excellente diffusion. Alors bien sûr, là, ils ont fait des tests pour tenter de prouver cela. Voilà les tests. Alors, bon, ils valent ce qu'ils valent. Les spécialistes vont me dire, bon, c'est peut-être pas terrible, mais ils ont fait des tests tout simplement en cellules symétriques et pour montrer finalement qu'effectivement, ils ont, dans ce cas, eh bien, pas formation de dendrite. Et ils ont fait assembler des cellules avec cellules polymères, hein, avec potassium, PO, TK6, et dans ce cas, un bleu de plus. Et ils obtiennent cela. Et bien sûr, voilà la première batterie potassium-métal. Alors ils appellent ça, vous voyez, solid state battery. Okay. Et alors bien sûr, les chiffres ne sont pas terribles, regardez, 60 mAh par gramme. Mais enfin, j'ai trouvé quand même l'idée, ou le concept assez élégant, du moins l'inspiration qui a guidé au moins ces chercheurs. Donc voilà, si vous voulez, à peu près, ce que je voulais vous raconter sur la technologie potassium-ion. Alors la question, je n'ai pas encore répondu à la question, c'est-à-dire est-ce réaliste? Eh bien, on va faire tout simplement, et là, ce n'est pas moi qui les ai fait, c'est directement des graphes qui ont été pris des papiers, dans lesquels, et ça va parler aux gens du business, hein, ventilation des coûts de matière première par kilowattheure pour les différentes technologies. Alors, Hervé, tu ne vas pas aller voir si c'est juste ou pas, hein. Mais voilà ce que mettre, et bien sûr, bon, c'est un papier qui a été écrit, une revue sur le potassium-ion, d'où automatiquement on s'aperçoit que le potassium-ion ici, eh bien, on voit que le KMFESN, le matériau dont je vous ai mentionné, avec 2 sites redox manganèse FR, et un des plus avantageux, et effectivement, encore plus intéressant, si on fait le calcul, en supposant que le prix du lithium est 3 fois plus cher qu'il est aujourd'hui. Ensuite, ce papier il continue un peu cette exploitation dans le fait que dans ce cas, eh bien, ils approchent la valeur théorique, et on voit les valeurs théoriques des différentes technologies dans lesquelles ils comparent NMC, LFP, et ensuite c'est directement des bleus de Prusse dans les 2 versions, sodium et potassium. Okay. Et enfin, les valeurs pratiques. Alors, les valeurs pratiques, dans le cas du sodium, ils prennent directement les valeurs de CATL, qui sont avec des bleus de Prusse à l'époque, et dans le cas, bien sûr, du potassium, puisque les manips n'ont pas de cellules complètes commerciales, ils ont tout simplement vu, ou mis certainement des valeurs qu'ils ont tirées depuis le bouton. Bon, enfin, l'histoire est finalement que des perspectives pour le développement de la technologie sodium-ion, ouais, mais à ce jour, eh bien, je dirais, il n'y a qu'une compagnie qui s'est lancée dans cela, qui est une compagnie américaine, dans le groupe I, et qui développe une technologie potassium-ion basée sur les bleus de Prusse de 3 à 3,7 volts, dont vous avez ici, je dirais, le potentiel de la cellule, et vous avez ici, alors bien sûr, ça a été normalisé, je ne sais pas pourquoi, à 100% la tenue en cyclage. Donc voilà directement ce qui se passe. Alors bien sûr, là aussi, c'est intéressant, ils ont repris une photo qui est presque analogue à la photo de publicité de Tiamat, dans laquelle il y avait du chlorure de sodium avec un accumulateur Tiamat, c'est à peu près la même. Donc ils sont peut-être bien inspirés, mais pas tellement d'imagination. Mis à part cela, il n'y a pas directement de commercialisation depuis 2021. Alors la question, si vous voulez, bon, ouais, mais enfin, bon, heureusement, si on regarde maintenant le cas du sodium-ion, eh bien, le sodium-ion est déjà bien avancé et des acteurs industriels de plus en plus nombreux directement sont sur le marché. Okay. Le sodium-ion, je ne vais pas vous faire trop de propagande là-dessus puisque vous allez voir quelqu'un qui vous en fera, j'espère. C'est tout simplement le marché qu'il y a pour le sodium-ion actuellement, ou c'est un marché qui a été projeté. Bon, maintenant, ce n'est que des projections, c'est-à-dire que le sodium-ion peut-être atteindre 8% du marché dans les années 2030, mais je laisserai quand même un spécialiste de Tiamat de vous dire ce qu'il en sera. Donc voilà, si vous voulez, à peu près, ce que je voulais directement vous raconter ou conclure mon cours cette année sur la technologie sodium-ion et potassium-ion, en espérant que vous aurez trouvé votre plaisir. D'où, merci pour votre attention. Je voudrais vous dire que l'année prochaine, eh bien, je ne ferai pas cours, et je terminerai en 2026-2027, et mon cours sera Une vie de chercheur, 45 ans d'anecdotes, de découvertes et de déboires. Donc voilà mon cours dans 2 ans. Sur ce, merci. Alors bien sûr, bon, ce cours se termine, mais il y a encore des choses plus importantes, puisque finalement on fait de la recherche, c'est pour aller à la commercialisation, mais on fait de la recherche aussi, je vous ai montré les aspects chimiques, et ainsi de suite, mais à l'intérieur d'une batterie, c'est une boîte noire.
Dans cette boîte noire, il faudrait savoir ce qui s'y passe. Et c'est la raison pour laquelle j'ai choisi, pour terminer ce cours, deux orateurs, je dirais, très bien connus, qui est Sandrine Léonard, qui est directeur de recherche CA au laboratoire CIMES, et qui va directement me montrer ce qu'on peut faire ou ce qu'on peut voir à l'échelle de la cellule, l'atome. Et toutes les réactions que vous avez mentionnées, elle pourra dire si elles sont vraies ou fausses. Peut-être. Et enfin, je pense que Hervé Boeuf, c'est lui qui est bien sûr qui est le CEO de Tiamat, et qui va vous raconter un peu cette aventure. Enfin, je ne sais pas ce qu'il va vous raconter, mais il va raconter ce qu'il fait avec Tiamat, et où est-ce qu'on va, et ainsi de suite. Donc voilà, merci encore, et puis je vais appeler Sandrine.